Donc, je vais vous parler des problématiques d'inondation sur la Loire et ses affluents, sur l'agglo nantaise, mais avec aussi une vision un peu plus globale, nationale et européenne, voire mondiale, parce qu'effectivement, le fonctionnement de la Loire à Nantes, il n'est pas simplement lié à notre tronçon. Voilà, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, l'inondation, qu'est-ce que c'est d'abord? Parce qu'il faut qu'on s'entende sur un vocabulaire pour pouvoir se comprendre. L'inondation, c'est une submersion d'une zone pouvant être habitée. Donc, la submersion, elle peut être rapide ou lente. Sur l'agglo, si je prends des exemples, rapide, c'est le fonctionnement de la Sèvre, qui a un régime torrentiel, et donc on peut avoir une submersion rapide des territoires. Le monsieur de la CCI parlait aussi des affluents de la Loire. Je pense qu'il faut penser global, hein, dans ce sujet-là. Et donc, la Sèvre, on est bien avec une submersion rapide. Lente, la Loire a un fonctionnement, effectivement, d'une submersion lente, et ce qui fait qu'on peut l'anticiper, la voir arriver. On n'est pas dans la même problématique. Alors, les inondations, ça peut être dû à quoi, hein? Ça peut paraître le bas à bas, mais c'est important de le rappeler. La fonte des neiges, la remontée des nappes phréatiques, on a des nappes phréatiques sur notre agglo, le ruissellement des pluies sur des surfaces peu perméables, voire imperméabilisées, et ça renvoie au l'aménagement des villes en général qu'on minéralise à fond, hein, donc il faut y penser aussi par rapport à la problématique inondation, à la marée dans les estuaires, et donc effectivement la Loire à Nantes, elle subit un régime qui vient de l'amont et un régime qui vient de l'aval avec la remontée de la marée. Et effectivement, les inondations, à partir de ces données-là, elles se caractérisent par différents paramètres qui vont avoir des impacts différents sur le territoire et dans la prise en compte et la gestion des inondations. Ces paramètres qui varient, c'est quoi? C'est la vitesse de montée des eaux, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la hauteur de submersion du foncier. Si on a 2 mètres d'eau ou 50 cm, ce n'est pas la même chose. La vitesse du courant, la Loire a du courant, et suivant la vitesse du courant, effectivement, le danger n'est pas le même. Et puis, la durée de submersion, hein, parce qu'effectivement, si, rappelez-vous, non, on ne peut pas se rappeler, mais quand on lit les ouvrages, parce qu'il faut faire appel à la mémoire, hein, effectivement, la crue de 1910 à Nantes, hein, qui est la plus grande crue, qui reste la référence, elle a duré quasi 2 mois. Hein, et donc, pendant 2 mois, l'activité, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'impact économique, l'activité de la ville et l'activité économique a été paralysée. Si ça se passait aujourd'hui, vous voyez l'impact que serait sur le fonctionnement de la ville. Alors, les inondations, ça constitue ce qu'on appelle un risque majeur sur le territoire national. Hein. Les risques majeurs, c'est des risques qui ont des probabilités faibles, mais des impacts très importants. Mais c'est sur notre territoire, mais aussi en Europe et dans le monde. Tous les ans, on a à peu près, lié aux inondations, 20 000 morts par an dans le monde. Et ça n'arrive pas qu'ailleurs. On voit encore, il y a eu, même en France, il y a des morts. Hein. Bon. Alors, quand je parle de l'Europe, eh bien, là, je vais faire référence parce qu'un clin d'œil à ce que je vous dirai plus loin. Mais entre 1998 et 2002, l'Europe, et dans l'Europe de l'Est, notamment liée au Danube et à l'Elbe, il y a eu plus de 100 inondations graves avec le bilan catastrophique qu'on connaît. Alors, sur cette période, au niveau de l'Europe, eh ben, on a eu 700 morts et, pour revenir au débat de tout à l'heure, 25 milliards d'euros de pertes économiques. 25 milliards d'euros de pertes économiques liées aux inondations sur cette période 98-2002. C'est pour ça qu'effectivement, je vais vous parler d'une application d'une directive européenne liée à la suite de ces événements graves et notamment l'impact économique. Il ne faut pas non plus l'oublier, hein, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La Commission européenne a décidé d'adopter une directive qui définit un cadre à l'échelle européenne et dont l'objectif est de réduire les conséquences négatives des inondations. Voilà, donc c'est ça l'objectif, comment on va réduire les conséquences négatives.
Alors après, effectivement, comme je vous disais, la Loire à Nantes, elle fait partie du bassin hydrographique de la Loire-Bretagne, et donc ce bassin qui est le plus grand au niveau français. Je crois que le GIP était venu expliquer le fonctionnement de la Loire, donc ça c'est des données que vous connaissez un peu. Donc effectivement, c'est bien à cette échelle-là, si on veut gérer correctement la problématique des inondations sur notre territoire, il faut aussi avoir ce zoom arrière avec une vision globale, une gestion globale à l'échelle du bassin hydrographique. Et donc, c'est bien à cette échelle-là que la directive européenne va être prise en compte et sera déclinée sur notre territoire. Alors, quand on parle du bassin Loire-Bretagne, eh ben, effectivement, lui aussi, si on fait un petit zoom à cette échelle-là, le risque d'inondation est le premier des risques naturels. Hein. Je ne parlerai pas des risques technologiques aujourd'hui, mais les premiers risques naturels. Il faut savoir que sur ce bassin-là, il y a à peu près, il y a 300 000 habitants qui vivent en zone directement exposés aux inondations, directement exposés. Il y en a 2 millions qui y vivent dans ces zones potentiellement touchées, parce que vous voyez bien qu'on est directement ou indirectement. Donc, n'empêche, ça fait 300 000 ou 2 millions. Et en termes d'emploi, puisque c'est quand même un des enjeux aujourd'hui, sur ce bassin-là, il y a 80 000 emplois et donc 12% de la population qui vit en zone inondable. Voilà, donc il faut avoir un petit peu ces données en tête, en mémoire. Alors après, on peut se dire, la crue de 1910, elle est bien loin, on n'en a pas vu beaucoup passer d'ici depuis. Si on regarde à l'échelle de ce bassin, eh bien, on a en mémoire, et là dans la littérature on retrouve ça, des grandes crues qui ont généré des désordres. Alors, comme je vous ai dit, la Loire est soumise à un régime soit océanique, soit à un régime cévénol avec les pluies qui arrivent des Cévennes qui sont violentes, ou mixtes quand c'est les deux, ou des orages d'été. En plein été, on a des orages violents, ou alors des tempêtes, Xynthia par exemple. Voilà. Et donc là, il y a des dates, effectivement, je ne vais pas vous les rappeler, mais on remonte jusqu'à 1770. Régulièrement, il y a des inondations. Donc c'est arrivé, ça arrivera demain. Alors le demain, c'est quand le demain? Si je raisonne sur le court terme, à l'échelle d'un mandat d'élu, c'est peut-être que je n'aurais pas géré ça, mais quand on conçoit la ville de demain, ce n'est pas pour juste 10 ou 20 ans. Ce n'est pas Nantes 2030 là, qu'on est en train de réfléchir. Voilà. Donc, à partir de là, avec la directive, l'agglo, vous verrez, j'en reparlerai tout à l'heure, malgré que effectivement le risque est beaucoup moins important peut-être a priori que sur d'autres agglos, il a été retenu comme TERI, ce qu'on appelle un territoire à risque important. Et donc la directive européenne s'applique de fait sur notre territoire. Pourquoi il a été retenu comme territoire à risque important? À cause des enjeux de population, justement, et des enjeux économiques. Et puis il y a d'autres paramètres, bien sûr, mais ce sont ces critères majoritaires qui nous ont fait retenir comme territoire à risque important au titre de la directive. Alors, le fleuve, on peut le voir à Nantes, souvent à cause de pression économique, et là, économique, effectivement, si on prend la Loire, à cause du port qui était sur Nantes, on a creusé le chenal. Donc il y a des pressions économiques, il y a des pressions sociales, il y a des pressions foncières, comment gagner les territoires et construire au bord de l'eau, ou politiques. Et à ce moment-là, les cours d'eau ont souvent été aménagés. Ils ont été, alors c'est pas le cas de la Loire, couverts, déviés. Et à partir de tous ces types d'aménagements, ça a augmenté ce qu'on appelle la vulnérabilité des territoires, la vulnérabilité des biens et la vulnérabilité des hommes qui y habitent. Voilà. Alors, pour remédier à cette situation, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand même la prévention qui reste l'outil essentiel, notamment à travers la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable. Ça, c'est un premier point. Alors,
juste pour éclairer aussi en termes de vocabulaire, ce qu'on appelle les enjeux en matière de risque ou les éléments vulnérables, c'est effectivement, c'est les biens, c'est les équipements, c'est les activités économiques, c'est les personnes, qui, de fait de leur exposition à un phénomène dangereux, sont susceptibles de subir finalement les impacts de ces phénomènes. La vulnérabilité, effectivement, c'est la sensibilité plus ou moins forte d'un enjeu à un aléa donné. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, on voit que l'aléa pour l'inondation, c'est le débordement de la Loire nous concernant. On n'y peut pas grand-chose. Il y a des enjeux, il faut les rendre moins vulnérables, et c'est peut-être tout l'enjeu de la ville de demain, comment la concevoir, justement. Alors, dans mon exposé, à partir de là, je vais questionner où on en est au niveau de Nantes Métropole sur la gestion du risque inondation de la Loire et ses affluents. Quelle est et sera la stratégie locale de gestion du risque inondation du TRI, au titre de la directive, du territoire à risque important, tel que demandé par la directive? Faire un état des lieux des outils existants sur notre territoire, parce qu'on ne part pas de rien, évidemment. J'ai participé à la construction de tous ces outils, notamment avec bien d'autres collègues. Mais donc, quels sont les outils existants en termes d'urbanisme réglementaire, d'évaluation de la vulnérabilité du territoire et de la gestion de crise? Alors, concernant ce qui a été fait au niveau de Nantes Métropole et donc les outils existants, on a des outils concernant l'urbanisme réglementaire. Alors, au niveau de la Loire, parce que la Loire, elle n'est pas homogène en termes de découpage sur l'agglo. Il y a ce qu'on appelle la Loire amont qui est après le pont de Bellevue, et la Loire aval qui va jusqu'au Pèlerin. Après, on est dans le régime maritime. Donc, au niveau de l'urbanisme réglementaire, on a des PPRI, des plans de prévention risque inondation, qui sont des outils, finalement, réglementant l'urbanisme. Et donc, on a un PPRI Loire-Amont, donc un plan de prévention risque inondation de la Loire-Amont, donc après le pont de Bellevue, qui s'implique et qui s'impose sur les communes de l'agglo à ce niveau-là. Et celui-là, il date de 2001. Voilà. Mais c'est un PPRI ancienne génération parce qu'il n'avait qu'un volet urbanisme et pas comme celui de la Loire-Aval avec un volet gestion de crise. Et une des particularités, c'est que cette PPRI Loire-Amont, il a été basé sur un atlas des zones inondables basé sur les plus hautes eaux connues, donc la crue de 1910. En gros, c'est là-dessus que l'atlas des zones inondables a été fait et que le PPRI a été fait au niveau de la Loire-Amont. Concernant la Sèvre nantaise, puisque effectivement la Sèvre nantaise est un affluent, comme je vous ai dit, avec un régime rapide, eh bien celui-là aussi, il y a un PPRI depuis 1998 sur la Sèvre. Il devrait être revu en 2018, normalement, au vu de la nouvelle réglementation et de la directive. Alors, après, on a un PPRI Loire-Aval. Alors, ce PPRI Loire-Aval, il a été adopté et approuvé par le préfet, puisque c'est une compétence de l'État, du préfet. Mais évidemment, ça se fait en concertation avec les collectivités. Enfin, on essaye de le faire en plus grande concertation, mais ça a été un sujet un peu difficile, on va dire. Et donc, il a été approuvé, ce PPRI Loire-Aval, le 31 mars 2014. Donc, vous voyez, il est tout à fait récent. Alors, comment il a été réalisé? Eh bien, là, contrairement au PPRI Loire-Amont, qui s'est basé sur les plus hautes eaux connues, et effectivement, comme je vous ai dit, il y a eu des modifications significatives du fleuve avec le creusement depuis 1910, le creusement du fleuve. On a remblayé les îles, on a remblayé des bras. Donc effectivement, il y a eu tellement de modifications que la crue de 1910, d'ailleurs avec le même débit de 6100 m3 qui s'est produit en 1982,
elle n'a pas eu d'impact sur le territoire avec le même débit. Et la ligne d'eau, quand on regarde la Loire, aujourd'hui, effectivement, il faudrait qu'elle remonte la ligne parce qu'on ne voit pas le fleuve dans Nantes quand même. Donc là, c'était 1,90 m plus bas que la crue de 1910. Donc voilà. Donc effectivement, la référence aux plus hautes eaux connues, les PHEC, n'a pas pu être tenue et donc on l'avait contesté au niveau de Nantes Métropole et donc il y a eu une modélisation de la ligne d'eau qui a été faite avec un modèle qui a été fait par un bureau d'études. Ça a été piloté par le GIP Loire-Estuaire et financé par l'État et par Nantes Métropole. Donc, on s'est entendu sur cette ligne d'eau modélisée qui est sur une crue centenale. Et dans cette modélisation, on a intégré, puisque ça a été fait en 2010, 2011, enfin à peu près. Il y avait Xynthia qui, pendant qu'on modélisait, il y a Xynthia qui est arrivé. Et donc, on a intégré aussi le rehaussement de la mer, donc un peu anticiper sur l'impact du changement climatique, parce que ça aussi, il faut y penser. Donc, en tout cas, il y a une ligne d'eau qui a été retenue sur la crue centenale, et c'est à partir de cette nouvelle aléa de référence de 2012 que, après, le PPRI s'est enclenché avec, donc, une fois qu'on a la ligne d'eau, et là, on peut revenir... Alors, oui, là, je vous avais mis des diapos pour montrer, c'est les crues de 1994, Île de Nantes, Île Forget, ainsi de suite. La confluence, le pont de Bellevue. Et là, c'est une occurrence 20 ans. On n'est pas dans une crue centenale, on n'est pas dans une crue extrême millénaire. Je ne sais pas si on dit millénaire ou millénaire. Voilà. Et Indre-Indrette, le collègue parlait tout à l'heure de la DCN, tout ça, on voit qu'il y a des territoires qui peuvent ne pas être inondés, mais qui sont totalement isolés aussi. Donc, c'est quand je dis que l'impact d'une inondation, c'est pas simplement j'ai les pieds moins mouillés, non, je suis au sec, mais je ne peux plus partir. Et comment je fais fonctionner l'économie, voilà. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que ça. Donc, pour revenir, voilà, hop, la première diapo. Voilà, vous voyez, ça c'était l'atlas des zones inondables avec les plus hautes eaux connues, l'atlas qui avait été fait en 2006, et avec le nouvel aléa, crue de référence 2012, il y a la modélisation. Là, on voit l'impact différent de l'enveloppe de la crue, quelque part. Là, on se retrouve un peu sur la crue extrême qu'on verra plus tard. Voilà. Donc, voilà le PPRI, en gros, comment on l'a conçu. Il a été conçu par l'État, mais bon, on a quand même participé activement. Et puis après, le PPRI, effectivement, il y a des cartographies. Après, il y a un zonage sur celle d'après. Je pense qu'on peut voir non, celle d'après, peut-être. Après, peut-être. Voilà, le PPRI Loire-Aval. Après, ça se traduit dans un zonage réglementaire parce que le PPRI doit être annexé au PLU. Il s'impose au PLU. Et là, ce que disait le collègue de la CCI, je ne veux pas de contraintes. Ça, c'est des vraies contraintes parce qu'effectivement, ça s'impose. Donc, effectivement, la négociation, la discussion est des fois délicate. Donc, il y a un zonage avec bon, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne pense pas, mais en fonction de la hauteur d'eau, soit on est en aléa fort, si on a plus d'1 mètre d'eau, et donc c'est le cas des zones grand B, par exemple. Et quand on est entre 50 et 1 mètre, on est en aléa faible ou moyen, et là, on peut globalement construire. Quand on est en aléa fort, on ne peut pas construire. Donc, évidemment, vous voyez bien que ce n'est pas neutre. Les résultats d'une modélisation, comment on plaque ça sur le terrain, donc avec un modèle numérique de terrain, on mesure les hauteurs d'eau et là on dit ah ça y est inondable, aléa fort, là c'est moyen, là c'est faible. Et donc effectivement, vous pouvez comprendre que certains avec cette modélisation sur l'agglo se retrouvent avec des terres parfois, ils n'étaient pas inondables, elles le sont aujourd'hui. D'autres qu'on pensait inondables, elles ne le sont plus. Donc voilà, c'est quand même c'est sujet à débat. Et bon, effectivement, dans la procédure, les PPRI sont soumis à enquête publique et c'est là qu'effectivement chacun peut s'exprimer. Voilà, donc ce PPRI est annexé au PLU des 10 communes concernées par le PPRI Loire-Aval. Voilà. Et bien effectivement, puisqu'on parlait tout à l'heure du plume, il faudra que toutes ces données soient reprises dans le futur plume.
parmi les autres outils existants, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'un problème d'urbanisation, il y a aussi de savoir quelle est la vulnérabilité de notre territoire. Alors, le vice-président de la CCI est parti, mais c'est dommage parce qu'il a évoqué toutes les activités économiques au bord de la Loire. Eh bien oui, sauf que ces activités économiques au bord de la Loire, pour certaines, aujourd'hui, quand on reporte la ligne d'eau, ainsi de suite, et qu'on cartographie tout ça, on voit qu'il y a des activités qui sont aujourd'hui vulnérables parce que susceptibles d'être inondées. Et donc, quand je vous dis qu'on travaille à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, l'établissement public Loire a lancé ce qu'on appelle la démarche industrielle de réduction des vulnérabilités des activités économiques. Ça veut dire que l'EP Loire a des subventions de l'Europe via le FEDER et est capable de subventionner des diagnostics des entreprises susceptibles d'être inondées. Parce que, effectivement, l'idée, comme la directive, c'est de diminuer les conséquences négatives. Donc, il suffit de faire une analyse de vulnérabilité de son entreprise, et puis parfois, il ne faut pas grand-chose pour diminuer sa vulnérabilité. C'est-à-dire diminuer les dégâts si jamais ça devient inondé. C'est souvent des questions de bon sens, hein, mais bon. Donc ça, il y a cette démarche qui est engagée, maintenant qu'on a ces données-là, sur l'agglo, et donc ça va s'accélérer. Concernant dans le métropole, on a fait expertiser via ces diagnostics les 2 usines d'incinération, hein, et d'ordures ménagères, parce qu'effectivement, dans le processus, c'est quelque chose qu'on a regardé. Est-ce que si le territoire est inondé, est-ce que la collecte peut fonctionner? Est-ce que les usines peuvent fonctionner? Bon, voilà, parce que c'est des équipements aussi importants, stratégiques, un peu pour le fonctionnement de l'agglo. Donc, vous voyez, ça, à travers cet exemple-là, ça veut dire que toutes les activités, on doit les regarder sous cet angle-là. Il y a, dans le même tonneau, on a fait des exercices zonal à l'échelle de toute la Loire, sous l'égide du préfet. Et là, ça a été intéressant à faire pour regarder quel était l'impact sur les réseaux électriques. Ah ben oui, parce que par effet domino, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus... Enfin bon, voilà. Donc l'impact sur tous les réseaux électriques, eau, les réseaux viaires, si on ne peut plus se déplacer, comment on fait, les ouvrages d'art, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a toute cette analyse de vulnérabilité à faire. Et donc, à travers un exercice, on l'a fait. Il faut maintenant le renforcer. Et donc, dans le cadre du PPRI Loire-Aval, il y a un volet sur les mesures de sauvegarde et de prévention qui impose à tous les exploitants et gestionnaires de réseau de faire leur étude de vulnérabilité. Donc, par exemple, ERDF est en train de le faire et donc elle doit rendre sa copie pour 2016 au plus tard. Voilà. Parce qu'on sait bien que demain, s'il n'y a plus d'énergie, là, c'est toute l'activité qui s'écroule derrière, hein. Donc, c'est quand même le maillon qui doit rester fort quelque part, hein. Voilà. Il ne faut pas que ça soit le maillon faible, en tout cas, hein. Voilà. Donc, il y a aussi, comme je vous ai dit, toute la vulnérabilité de la voirie, hein, qui est faite parce qu'effectivement, on peut prévoir des projets sur l'île de Nantes, par exemple, et puis finalement, une grande inondation, on ne peut plus y accéder. Ça serait quand même un peu ballot, hein. Donc, il faut regarder ça de plus près. Dans les autres outils existants, il y a tous les outils de gestion de crise. Ça veut dire quoi, ces outils de gestion de crise? C'est finalement la chaîne aval, une fois qu'on a fait la prévention par la planification, par toute diminution de vulnérabilité, quand ça arrive, eh ben, il faut savoir la gérer. Et donc, dans ce cadre-là, les communes, et ça c'est de la responsabilité des maires, ils doivent faire ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde, hein. Comme son nom l'indique, c'est les plans communaux de sauvegarde, hein. Voilà. C'est-à-dire que les maires doivent être prêts à finalement affronter n'importe quelle catastrophe, entre guillemets, sur leur territoire, hein. Voilà, avec les hébergements, les machins, enfin bon, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Évidemment, comme on est dans une métropole avec beaucoup de compétences qui ont été transférées, Nantes Métropole fait un plan communal de sauvegarde à l'échelle de l'agglo
en concertation avec ceux des communes et avec le plan Orsec de l'État. Donc vous voyez le jeu des acteurs entre l'État, le préfet, le maire et puis le Nantes Métropole. Et tout ça, ça doit fonctionner. C'est un puzzle quelque part à assembler et vérifier que ça fonctionne. Et ça, pour vérifier que ça fonctionne, eh ben, on fait des exercices. Voilà. Il y a un autre volet qui doit être regardé aussi, c'est ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, les PCA, plans de continuité d'activité. Et là, pour les activités économiques, c'est important, c'est-à-dire que, quel que soit l'aléa, et là, par exemple, l'aléa inondation, est-ce que mon activité peut continuer, hein? Est-ce que les flux entrants pour mon process industriel, ils peuvent arriver? Est-ce que le personnel peut venir travailler? Est-ce que lui, il n'est pas coincé sur... Donc, ça veut dire qu'il faut faire des cartographies, géolocaliser tous les personnels. On l'a fait pour Nantes Métropole, hein, pour regarder un petit peu. Bon, voilà, hein, sur les services essentiels à la population. Il y a des services... qu'on pourrait supprimer, dans le sens qui ne sont pas essentiels à la population en cas de crise. Hein. Par exemple, la communication. Mais si, ça serait important en cas de crise. Voilà. Il y a un autre volet sur la gestion de crise, c'est le volet prévision et alerte. Prévision, évidemment, il y a un service de prévision des crues aujourd'hui sur la Loire. Hein, et ça, c'est très important. Tout le monde peut y accéder, c'est le site Vigicru, hein, voilà, avec les mêmes couleurs que pour la météo, hein, vert, jaune, orange, rouge. Voilà, donc. Mais comme je vous ai dit que sur la Loire, ici, nous, on est en crue-lente, quand il prévoit à Montjean, on la voit arriver, quoi, donc on a le temps de s'y préparer. Si tous les plans, on sait ce qu'on doit faire. Donc, vous voyez, ça, hein, c'est de la planification, de la réflexion en amont. Voilà. Et puis, il y a toute l'info préventive, parce qu'effectivement, le problème en France, notamment, c'est que la culture du risque, la culture de la sécurité, c'est quasiment zéro, contrairement à certains pays. Hein. Vous allez au Japon, bon, eux, ils prennent les séismes régulièrement, donc ils ont ça. Les gamins vont à l'école avec le coussin, hein, pour se mettre sous la table. Bon, voilà. Mais donc, l'information préventive qui est le rôle du maire, c'est le maire qui doit informer sa population. Et bien là aussi, je ne vais pas vous assommer avec du jargon, mais il y a le DICRIM, ce qu'on appelle le DICRIM, mais si vous habitez l'Aglo, vous avez dû le recevoir il y a quelques années, un document violet. Hein, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs, tous les risques et les conduites à tenir, avec les alertes, ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que pour la culture, l'information préventive, il faut conserver la mémoire du risque. Et donc, effectivement, là, c'est les repères de crues. Alors, il reste quelques repères de crues sur l'agglo. Si vous allez à Couëron, Bassane, tout ça, même sur Nantes, il y en a. Après, effectivement, c'est des repères qui peuvent faire peur. Alors, est-ce qu'il faut vraiment les remettre en avant ou pas? Bon, voilà une vraie question. Mais je veux dire que je pense que si on veut avoir des citoyens informés, responsables, et ce que prévoit la loi de sécurité civile du 13 août 2004, où le citoyen est acteur de sa propre sécurité, eh ben, il faut mieux l'embarquer dans ces sujets-là pour qu'il sache ce qu'il faut faire demain quand il est soumis à un risque, et là, le risque inondation. Alors effectivement, si vous habitez Place Gralin, vous ne risquez pas forcément d'avoir les pieds dans l'eau. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui habitent au bord de l'eau et qui peuvent être impactés. Hein. Donc, voilà. Alors après, effectivement, dans les autres outils existants, il y a les documents cadres à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, et notamment le SDAGE. Le SDAGE, je ne sais pas, oui, quelqu'un vous en a parlé, ce schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, hein, et ben effectivement, là-dedans, il y a beaucoup de... Alors, ce n'est pas que l'approche inondation, hein, c'est l'approche écologique de l'eau au sens large, des masses d'eau, ainsi de suite. Mais il y a un volet inondation également. Et ce SDAGE s'impose aussi à notre territoire. Alors après, la directive européenne, parce que ce qui était intéressant, enfin ce qui a pu faire peur, c'est que là une directive qui arrive sur notre territoire, qui s'impose à notre territoire, puisqu'on a un territoire à risque important, comme je vous ai dit.
On ne part pas de rien, c'est ça qui est rassurant avec tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Par contre, ce que je trouve intéressant dans cette directive, c'est qu'elle a une approche globale finalement de la problématique inondation sur un territoire. Donc il y a toute une démarche qui a été engagée depuis 2011, puisque la directive laisse, dans sa transposition au droit français, donc la directive de 2007, elle laisse aux autorités, c'est un peu le principe de subsidiarité, de la compétence. Donc, concernant l'application de la directive sur le bassin Loire-Bretagne, c'est donc le comité de bassin de Loire-Bretagne qui l'applique, et l'autorité n'est pas le préfet d'ici, c'est le préfet coordonnateur de bassin. Voilà. Donc, c'est bien les services d'État avec, à la commande technique, c'est l'ADREAL, centre. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément des interlocuteurs avec qui on a coutume de discuter au niveau local. Ça complique un petit peu parfois les débats. Donc, voilà, territoire à risque important, il y en a 22 sur le bassin, Loire-Bretagne, 22 TRI, territoire à risque important, et nous, on est dedans. Voilà, c'est pas de peau, je pense que c'est plutôt une opportunité pour renforcer un petit peu tout le travail qui a été fait. Alors, contrairement au PPRI, donc plan de prévention risque inondation sur la Loire-Aval, qui a 10 communes, là, le périmètre est différent puisqu'il y a la Sèvre qui entre en jeu et il y a Vertou. Il y a Vertou qui est en plus dedans. Voilà, donc il y a 11 communes concernées. Alors, effectivement, qui est demandé dans le cadre de cette directive, au-delà, vous avez vu que là, on a la crue de référence pour le plan de prévention, pour les plans de prévention risque inondation et la crue centenale. Et là, ce qui est demandé dans le cadre de cette directive, c'est de cartographier les risques selon 3 scénarios. Un scénario d'une crue de vicennale, donc c'est celle de 20 ans, je vous ai montré que ça peut avoir un impact. La crue centenale, c'est toute la modélisation qui a déjà été faite et c'est le PPRI, globalement, nouvelle version, donc nous, on a déjà tout le volet de gestion de crise. Et la crue exceptionnelle, donc la crue millénale. Et là, effectivement, la crue millénale, si on... Alors, peut-être... voilà, c'est ça. La crue millénale, quand je vous ai dit que quand on a reçu l'Atlas des zones inondables qui était basé sur les plus hautes eaux connues, donc référence 1910, voilà l'enveloppe des zones inondables avec cet aléa. La modélisation, donc l'outil qui a été utilisé, c'est le même outil qui a servi à la modélisation de la ligne d'eau de référence pour le PPRI, évidemment, avec d'autres probabilités de rentrée. Et voilà l'impact. Eh bien, c'est intéressant, je trouve, à regarder parce que c'est quasiment la même chose. On dirait que c'est la même chose. C'est même la même chose. Ça veut dire que les plus hautes eaux connues pour la crue centenale, c'était pas le bon, mais finalement, une crue extrême, on se retrouve dans la même situation au niveau des zones inondables. Mais bon, l'occurrence, c'est une chance sur 1000 par an. Mais néanmoins, n'oublions pas un petit clin d'œil à ce qui se passe, le changement climatique. Vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10, 20, 50, 100 ans. L'eau va monter, des événements extrêmes. On sait, en l'état de nos connaissances, comme on dit aujourd'hui, on a des hypothèses. Voilà, et avec des incertitudes. Mais il faut savoir gérer, prendre des décisions dans un monde incertain. C'est des fois délicat. Donc, une fois qu'on a ces cartographies, après, effectivement, il faut définir un plan de gestion du risque inondation, donc ce qu'on appelle le PGRI. Et donc là, c'est à l'échelle du bassin qu'il a été fait. Et ce PGRI, le plan de gestion du risque inondation à l'échelle du bassin, il est
aujourd'hui en consultation du public depuis le 19 décembre jusqu'au 19 mai 2015. C'est presque le même timing que la Loire et nous, quoi, hein. Donc, c'est pas comme le SDAGE, d'ailleurs, est en révision, et c'est la même date. Hein. Donc, il y a une espèce de cohérence, en tout cas, pas par rapport au débat, là, c'est peut-être le hasard, mais après tout, c'est une opportunité, peut-être aussi. Et donc, après, effectivement, ce PGRI, une fois qu'il sera approuvé par le comité de bassin et puis par le préfet, eh bien, il deviendra opposable, quoi, hein, donc, au document d'urbanisme. Et donc, effectivement, derrière tout ça, c'est pas forcément neutre pour notre territoire, quoi, hein, voilà. Hein. Est-ce que les PLU devront être compatibles avec ou pas? On sait qu'on ne sait pas trop aujourd'hui, s'il y a une espèce de flou du fait, pour le nôtre en tout cas, parce que là, comme je vous ai dit, que c'est chaque comité de bassin qui en est responsable, ben, quand on regarde les autres, il y a des nuances dans l'écriture, ce qui fait que il y a encore un doute à lever, en tout cas. Donc, dans le cadre de la consultation publique, là, effectivement, je crois savoir que Nantes Métropole a posé une alerte là-dessus, parce qu'effectivement, il faut clarifier les choses. Hein, ce n'est pas la même chose si ça doit être pris en compte, compatible, enfin bon, il y a des termes juridiques qui sont un petit peu subtils, on va dire. Alors, une fois que ce projet sera approuvé, eh ben, il faut qu'au niveau local de Nantes Métropole, comme on a un territoire à risque important, que l'on développe une stratégie locale de gestion du risque inondation, une stratégie locale de gestion du risque inondation. Donc là, la structure porteuse pour ça, il y a des chances que ça soit Nantes Métropole, ça sera légitime, mais effectivement, elle le fera avec les services de l'État, avec tous les acteurs, évidemment. Hein. Mais vous voyez qu'on ne part pas de rien, je vous ai rappelé tous les outils existants, on voit ce qu'il faudra consolider, ce qu'il faudra renforcer, mais globalement, tout ça, il faut que ça soit fini pour fin 2016. Donc vous voyez, les collègues ont du travail sur la planche. Mais il faut savoir qu'il y a une stratégie nationale qui est sortie en 2014 sur laquelle on peut aussi puiser des éléments, quoi. On parle des événements extrêmes, du réchauffement climatique, du rehaussement du niveau de la mer, etc. etc. Pour nous, le territoire métropolitain, je crois que vous avez abordé le fait que déjà évoqué dans le PPRI aval, c'était les événements maritimes qui étaient les plus importants par rapport au risque inondation. Les hypothèses qui ont été prises dans ce, je crois, PPRI aval étaient de 1 mètre pour l'élévation du niveau de la mer. Donc une question bête, c'est quoi la fiabilité de cette cote et est-ce qu'elle peut être revue au fur et à mesure d'analyse scientifique ou de constats scientifiques plus poussés? Oui. Vous ne complétez pas, non? J'ai tout compris, moi. PPRI, PPRJ, c'est bon. Non, je vous laisse. J'ai essayé de ne pas être trop techno, mais c'est pas évident dans le genre d'exposé. Hein, mais bon. Alors oui, alors l'hypothèse, puisque je vous ai dit, on a eu Xynthia, hein, on a bien vu que l'impact de Xynthia sur Nantes, par exemple, par rapport à la cote prévisible liée au service des marées, on a une surcote à Nantes de 90 cm. Hein, liée à une dépression quelque part, hein, plus 90 cm. Le Pèlerin a été inondé, enfin la digue de la Martinière, tout ça, enfin il y a eu des dégâts, hein, l'impact de ce type de tempête finalement qui arrive, finalement la mer qui remonte. Donc effectivement, le plus 1 mètre, on ne l'a pas. Enfin, quand je dis on, c'est effectivement, je vous ai dit que ça a été un travail de modélisation qui a été fait par un cabinet expert. Ça a duré 2 ans, hein, ces travaux de modélisation. Hein, et évidemment, le débat n'était pas simple de savoir combien on prend. Alors, en même temps, ben, là, on s'est référé à qui? Au ministère. On ne l'a pas sorti d'un chapeau au niveau local. Et donc, il y a 2 circulaires. Hein, une circulaire sur la première qui est sortie. Elle disait, vous prenez plus 1 mètre à l'échéance 100 ans. Ça veut dire quoi concrètement, hein? Ça veut dire qu'avec l'impact prévisible du changement climatique,
l'hypothèse de cette circulaire qui remonte à 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, eh bien, c'était plus 1 mètre au niveau de la mer. Donc, dans le modèle, les scientifiques ont injecté plus 1 mètre, et donc voilà. Après, il y a une autre circulaire qui est sortie et qui a dit plus 60. Bon, voilà. Alors, en l'état actuel, effectivement, comme je vous ai dit, bien malin celui qui sait ce qui va se passer réellement. Mais je crois que, quelles que soient les hypothèses de modélisation, l'enveloppe de la crue externe correspond à peu près au lit de la Loire, enfin, avant les aménagements. On l'a vu, là. Et alors, vous allez dire, ça, c'est de la modélisation. Refaisons un retour d'expérience sur Xynthia. Xynthia, il y a des chercheurs qui ont refait effectivement les travaux de modélisation, qui ont pris la carte liée à l'impact de cette catastrophe, et puis ils ont repris la carte avant qui avait avant les polders. Et finalement, le trait de côte, c'est exactement le même. Vous superposez les deux cartes, c'est le même. Ça veut dire quoi ? Eh bien, quand l'eau est venue à un endroit, il y a des chances qu'elle revienne. On ne sait pas quand, mais un jour, elle reviendra. Ah oui, mais c'est ça la conclusion. Le Xynthia, effectivement, vous reprenez le trait de côte, c'est exactement là où la côte était avant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut, à mon avis, dans ce débat, avoir un peu, voire beaucoup d'humilité et savoir gérer les incertitudes et prendre des décisions. Donc, effectivement, ça peut toujours être contestable, voire contesté, mais en tout cas, ce modèle, il a été expertisé aussi par le CETMEF, contre-expertisé, ainsi de suite. Et je pense, pour avoir assisté à tous ces travaux, que cette modélisation, celle-ci en tout cas, elle me semble sincère en tout cas, avec les incertitudes que l'on sait. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors après, l'impact du changement climatique, on y avait réfléchi aussi dans le cadre de cette modélisation. En l'état actuel de nos connaissances, et là c'est l'université de Tours qui a travaillé là-dessus, de mémoire, eh bien il semblerait que malgré le changement climatique, le débit qu'on a pris, le débit de 6300 m3 qui correspond à un plus grand débit de crue seconde, 6300 m3 seconde, 1910-1982, il semblerait qu'il ne varierait pas beaucoup plus. Donc voilà. Alors on peut faire varier de 10%. Enfin, il y a eu des études de sensibilité de fait autour du modèle. Globalement, ça ne bouge pas beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc on peut dire que c'est plus l'impact maritime qui risque de nous poser problème avec la conjonction des deux, parce que c'est ça le danger. Là, ce qu'on appelle la loi de Murphy ou des emmerdes maximum. La crue à Mont, la tempête, la grande marée, le 29 mars, vous savez, il n'y a pas que les élections, il y a aussi la grande marée de 119. Voilà. Autre question qu'on voulait vous poser. On a bien vu à travers votre exposé quand même qu'on était sur des risques. Pardon, si vous voulez. Merci. On a bien vu qu'il y avait des risques, notamment potentiels d'inondation. On a parlé tout à l'heure de 5 secteurs autour de la Loire, des secteurs à urbaniser qui vont muter. Est-ce qu'au final, ce n'est pas une chance, tous ces risques et ces contraintes, pour imaginer une ville et des projets différents de ce qu'on a aujourd'hui et hier, avec votre regard de jeune retraité? Je pense que c'est une opportunité à condition d'oser, c'est-à-dire qu'effectivement, de penser différemment. Et je pense que cette contrainte environnementale, mais qui est un vrai risque, eh bien, il faut la transformer en atout et plutôt en opportunité pour réfléchir à un urbanisme qui va intégrer ce risque sans avoir de déni, pas dire ça n'existe pas, ou on ne sait pas quand ça viendra, donc on ne le prend pas en compte. Non, je pense que tout à l'heure, le collègue de la CCI a évoqué la nouvelle centralité autour de la ZAC des îles aussi, notamment. Eh bien, le projet de la ZAC des îles, puisque j'ai eu l'occasion de participer avec bonheur au début de ce projet, eh bien, effectivement, le cabinet qui a été retenu, je peux vous dire qu'il a intégré ça. Et l'enjeu, ça va être de faire un projet, parce que là, il y a le PPRI qui s'impose,
Alors, évidemment, dans l'aléa fort, rien, mais aléa faible et moyen, c'est faisable. Hein. Et donc, comment on peut construire en zone inondable? L'objectif, c'est de faire une ville, un quartier, qui va fonctionner quelles que soient les circonstances. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir des cheminements au-dessus de la plus haute, de la côte de la plus haute connue, d'avoir des réseaux qui sont résistent, hein, qui puissent fonctionner. Donc, c'est toute une nouvelle appropriation de ces données-là à intégrer dans les projets. Donc moi, je pense que c'est une opportunité parce qu'on dit Nantes innovante, Nantes rayonnante, Nantes capitale verte, Nantes ceci, Nantes cela. Et bien effectivement, lançons-nous le défi d'arriver à faire un quartier innovant que tout le monde viendra voir parce qu'effectivement, il pourra fonctionner, continuer à fonctionner, quelles que soient les circonstances aujourd'hui. Mais demain, on ne construit pas la ville pour 2030. Hein. La ville, on la construit pour 100 ans à peu près. Donc, il faut y penser, il faut donc anticiper. Et donc, je pense que ça peut être une vraie opportunité, effectivement. Donc, ces concepts-là peuvent être développés également pour le futur complexe hospitalier. Par rapport au CHU, le projet de CHU. De toute façon, comme la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure sur la crue, la cartographie, non pas celle-là, celle-là. Ça, c'est la cartographie officielle hein, qui est mise en consultation du territoire risque important. Donc avec la crue millénale, on voit bien que évidemment l'impact n'est pas... oui, il y a un impact sur l'île de Nantes et donc sur l'assiette du CHU. Donc, ça ne veut pas dire que le projet ne peut pas être fait, hein, puisque c'est le PPRI qui s'applique aujourd'hui et dans le PPRI, ce n'est pas une zone inondable. Si ça avait été une zone inondable, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, évidemment, ça veut dire que demain, il faut le construire, le penser pour qu'il puisse fonctionner aussi s'il y a ce type d'événement. Ça veut dire que il faut réinterroger, faire les études de vulnérabilité de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, concevoir le bâtiment qui puisse fonctionner, pas mettre d'éléments stratégiques en sous-sol, faire une étude sur tous les réseaux, et notamment les réseaux aussi d'accès, parce que là, ce n'est pas forcément sans poser problème, hein, une concentration sur l'île de Nantes. Donc, je pense qu'effectivement, le terme qu'on a introduit, c'est cette notion de résilience, quelque part. Hein. Il faut construire une ville résiliente demain. Hein. Quand on parle des villes durables, il faut faire des villes résilientes. Si elles sont résilientes, elles seront durables. Quoi. Voilà. Et donc, les villes résilientes, comme ce qu'est la résilience, c'est la capacité d'un système ou d'une organisation à redémarrer quelque part après avoir subi un choc. Hein. Globalement, pour faire court, sans des termes techno, c'est un peu ça. Donc là, en termes d'inondation, comment on redémarre rapidement et comment on est le moins vulnérable possible. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réussir à concevoir à l'échelle du CHU, il va se faire ici. Mais il faut bien réfléchir effectivement à toute cette problématique de vulnérabilité des réseaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à mon avis, vu quand même l'importance stratégique, parce que alors en blaguant, je disais, on a fait les plans de continuité d'activité à Nantes Métropole, il y a des services, s'ils ne fonctionnent pas pendant 15 jours, ça ne sera pas un drame. Le problème de l'hôpital, hein, du grand CHU qui regroupera tous les hôpitaux en un seul lieu, il faudra que cet établissement stratégique fonctionne 24/24, 365 jours sur 365 jours, quelles que soient les circonstances, quelles que soient, en temps de paix, en temps de guerre, en temps de ceci, en temps de... Donc le mettre sur une île, moi en tant que gestionnaire de risque, effectivement, ça peut m'interroger, quoi. Voilà. Donc le projet, il faut qu'il l'interroge au regard de ce risque de la crue millénale, même si effectivement l'occurrence, elle est faible. Mais je vous dis, ce qui est arrivé, l'eau reprendra ses
ces espaces un jour ou l'autre, donc il faut s'y préparer, quoi, hein. Et notamment, le collègue tout à l'heure parlait des accessibilités, effectivement, c'est quand même un point qu'il faut regarder par rapport à ce... Parce qu'on peut avoir des ponts, hein, qui sont hors d'eau, mais si pour y aller, ils ne sont pas hors d'eau, c'est quand même gênant. Voilà ce que je pourrais dire sur le CHU. Mais là encore, on peut en faire un projet innovant. Mais tout à fait, complètement. On a bien compris ce que vous disiez. Alors, j'ai une dernière question, mais Arnaud a aussi quelque chose. Je voulais juste dire que sur le CHU, il y a un projet qui est en cours, il y a une équipe, il y a eu un jury qui s'est réuni en décembre dernier. Il y a un classement des équipes qui sont sélectionnées pour pouvoir travailler sur le CHU et que, bien entendu, c'est intégré dans le cahier des charges des 4 équipes qui étaient en piste sur le CHU, quoi. Donc, et ça fait partie des groupes de travail. Et on peut le dire puisque le CHU est un acteur important du grand débat sur la Loire, quoi. Et pour également rajouter une petite info, vous parliez tout à l'heure de la ZAC Creuset, on aura Frédéric Bonnet, c'est l'architecte urbaniste, grand prix de l'urbanisme, hein, quand même, il faut le féliciter, qui en décembre dernier, et qui viendra auditionner sur le grand débat et qui parlera de sa manière de concevoir la ZAC Creuset à travers la thématique de l'eau. Voilà. Eh ben, vous verrez, il a bien intégré tout ça, en tout cas, dans son projet, c'est quand même sympa ce qu'il fait, ce qu'il propose en tout cas. Alors, une dernière question qui est un petit peu... complémentaire à tout ce qu'on vient de voir. Mauves-sur-Loire, donc c'était un PPRI amont, puisque c'est au-dessus de Bellevue. Mauves-sur-Loire, c'est la prise d'eau potable en Loire pour l'agglomération nantaise et une bonne partie du département. Dans le cadre du PPRI amont, quelle sécurisation est faite et puis quel facteur menacerait cette sécurisation? Alors, la prise d'eau initiale, vous savez que l'eau potable sur l'agglo et même sur Saint-Nazaire est en partie produite par l'usine d'eau potable qui est en régie à Nantes Métropole, qui est sur Malakoff. La première prise d'eau historique, elle est au droit de l'usine. Mais vous avez eu, je crois, un exposé sur le fonctionnement de la Loire, le bouchon vaseux, la salinité qui remonte liée au creusement finalement du chenal notamment. Donc la prise d'eau a été remontée à 14 km en amont, hein, de Nantes. Et donc maintenant, elle est à Mauves. Donc normalement, en tout cas, elle ne subit pas, ou beaucoup moins, les problèmes de bouchons vaseux, de salinité, ainsi de suite. Donc la sécurisation par rapport à l'inondation, a priori, elle est sécurisée. Et dans l'étude qu'on avait fait faire pour savoir si elle pouvait fonctionner effectivement de manière sur le plan énergie, ça le fait. Mais n'oublions pas qu'on a quand même l'autre prise d'eau de La Roche qui fonctionne et on a fait une prise d'eau en air, d'une prise d'eau de secours pour justement pallier, pas au problème d'inondation, mais au problème de pollution de la Loire, hein. Et donc, en cas de pollution majeure, quelque part, mais c'est compliqué, les pollutions sur la Loire, elles trimballent. Donc, enfin bon, si on ne peut pas pomper, à ce moment-là, Nantes Métropole a investi dans une prise d'eau qui est là juste à côté, hein, sur le bassin Saint-Philippe, et qui permettra évidemment de produire de l'eau potable, hein. Donc, voilà, donc a priori, elle est sécurisée. Donc, vous savez aussi, puisque c'est paru dans la presse et dans les journaux de Nantes Métropole, c'est que Nantes Métropole donc, a un projet de construire une nouvelle usine. Et donc, cette nouvelle usine d'eau potable, hein, qui va être sur le même site, eh bien, pour avoir travaillé avec les collègues qui sont maîtres d'ouvrage de ce projet, eh bien, effectivement, ils ont intégré la problématique inondation, hein. On a travaillé, on a dit, tu ne vas pas l'implanter évidemment hors zone, et puis effectivement cette étude de vulnérabilité pour que demain elle puisse fonctionner quelles que soient les circonstances. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui entre doucement dans la culture des services, et après il faut que les élus se l'approprient et puis acceptent que sur l'agglo, c'est très agréable à vivre, mais il y a aussi quelques risques qu'il ne faut pas négliger forcément. Voilà. On avait juste une dernière question. On vous a écouté attentivement. Rassurez-nous, il fait quand même bon vivre et travailler et habiter en bord de l'eau. Moi-même, j'y habite. Donc, voilà, nous sommes rassurés. Donc, merci.